Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les écrits d'un astrologue de la Rome antique pour essayer de déchiffrer une énigme assez fascinante. Il y a une partie bien précise du ciel qui, depuis des millénaires, porte deux noms, et ces deux noms semblent totalement contradictoires. On va découvrir ensemble pourquoi. Alors la question, elle a l'air toute simple comme ça, mais en réalité la réponse elle est beaucoup plus profonde. Comment est-ce qu'un seul et même endroit dans le ciel, cette fameuse 10e maison astrologique, peut représenter à la fois la fortune, le destin public, et puis l'amour, ce qui est peut-être la chose la plus intime qui soit. C'est vraiment ça le mystère qu'on va tenter d'élucider. Et voilà nos deux identités en conflit. D'un côté, on a Fortuna, la force imprévisible du destin, du hasard, et de l'autre, le temple de Vénus, la demeure de l'amour, de la beauté. Pour comprendre comment ces deux concepts peuvent coexister, il faut d'abord les regarder séparément. D'accord, alors on commence par notre première kyste, Fortuna. Et comme on va le voir, ce n'est pas juste une histoire de bonne chance, c'est bien plus que ça. Il faut bien comprendre que Fortuna, c'était une force cosmique, redoutable. Le mot latin « heur », d'ailleurs, ça voulait dire à la fois bonheur et malheur. C'est elle qui gouvernait les hauts et les bas de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle était la patronne des femmes, mais aussi des esclaves, ce qui montre bien que son influence s'étendait à absolument tout le monde. C'est une force de destin complètement impersonnelle. Allez, voyons maintenant l'autre facette qui, elle, est beaucoup plus personnelle. On passe maintenant au deuxième nom de cette maison. Et là, on a l'impression de partir dans une direction complètement opposée. Bienvenue donc dans le temple de Vénus. Quand on pense à Vénus, on pense tout de suite à l'amour, à la romance, n'est-ce pas? Mais pour les Romains, sa signification était bien plus vaste, bien plus complexe. L'image qu'on en a aujourd'hui ne montre vraiment qu'une toute petite partie de cette divinité si puissante. En fait, Vénus était partout dans la société romaine, et bien au-delà de la simple sphère amoureuse. Bien sûr, elle était Erotica, la déesse des passions, mais elle était aussi Victrix, la victorieuse, un symbole de pouvoir militaire. Et surtout, elle était Génétrix, la mère de Rome, l'ancêtre revendiqué par des dirigeants comme César pour légitimer leur pouvoir. Elle reliait donc la passion la plus intime au pouvoir le plus public. Bon, mais alors comment une déesse peut habiter dans le ciel ? C'est l'astrologue romain Manilius qui nous donne un indice clé. Pour lui, le ciel, ce n'était pas un espace vide, non. C'était une architecture divine. Les maisons astrologiques étaient littéralement les temples des dieux. Et ça nous amène à un point absolument essentiel. Un templum romain, ce n'est pas juste un bâtiment en pierre. C'est un espace sacré qui était délimité par un prêtre pour observer le ciel et interpréter les signes des dieux. Du coup, le ciel lui-même pouvait être considéré comme un temple. L'idée que la 10e maison est le temple de Vénus prend alors tout son sens, c'est sa demeure sacrée là-haut, dans les cieux. Ok, donc on a Fortuna, le destin, d'un côté, et Vénus, la déesse du pouvoir et de l'amour de l'autre. Comment est-ce que ces deux idées se rejoignent ? Eh bien, la réponse se trouve dans une vision un peu plus mystique qui voyait en Vénus bien plus qu'une simple déesse. Il faut oublier la figure purement féminine qu'on connaît. Les toutes premières représentations de Vénus, ou Aphrodite chez les Grecs, la montraient comme hermaphrodite. Et ce n'était pas juste une bizarrerie, non, ça exprimait un principe cosmique fondamental. C'est l'union des contraires qui donne naissance au monde. Et cette idée d'union des principes, elle est magnifiquement illustrée ici. Les pythagoriciens, ces philosophes un peu mystiques, ils voyaient Vénus comme un sol alter, c'est-à-dire un autre soleil. Pour eux, ce n'était pas juste une planète, c'était un miroir mystique, un réflecteur des énergies divines, une source de lumière spirituelle. Dans cette perspective, l'amour lié à Vénus n'est plus seulement une passion terrestre. Ça devient un chemin, une voie de salut, presque une initiation. Le but, c'est de dépasser les passions humaines pour atteindre une union intime entre son esprit et le divin. L'amour devient une force de transformation pure. Et cette vision de Vénus comme force unificatrice, on va la retrouver de manière surprenante en astrologie. Revenons à notre guide, Manilius. C'est lui qui, en décrivant ce lieu précis dans le ciel, va nous donner la clé qui réunit enfin Fortuna et Vénus. Écoutons bien ces mots. Manilius décrit le point culminant du ciel, vraiment le sommet de la trajectoire des étoiles. C'est un lieu de pouvoir absolu, un point d'équilibre parfait, où la déesse, donc Vénus, établit le trône de son empire. C'est le zénith, le sommet de la réussite, de la visibilité. Ce point culminant, il avait un nom bien spécifique. Les Grecs l'appelaient le Mesoranema. Littéralement, ça veut dire le milieu du ciel. Et ce n'est pas juste un terme technique, c'est le point de visibilité maximale, l'endroit où le destin se manifeste au grand jour. Et voilà, la synthèse brillante.
Ce milieu du ciel, il régit les aspects les plus concrets de notre existence. La carrière, notre place dans la société, c'est le domaine de Fortuna, du destin social. Mais il régit aussi la vie, la patrie, le sens de nos actions. Et ça, c'est le domaine de Vénus. Au sommet du ciel, la force impersonnelle du destin et le pouvoir personnel de l'amour ne font plus qu'un. L'ambition publique et l'aspiration la plus intime finissent par se rejoindre. Finalement, toute cette enquête nous laisse avec une question encore plus grande. Pour les anciens, le ciel, ce n'était pas un vide froid et silencieux, mais un temple vibrant de sens. Ils n'y voyaient pas seulement des planètes, mais des forces divines qui façonnaient leur destin et qui donnaient un sens à leur vie. Alors peut-être que le vrai mystère, ce n'est pas pourquoi une maison a deux noms, mais plutôt comment on a bien pu oublier de lire l'histoire qui était écrite juste là, dans les étoiles.